Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé dont voici le sommaire. Les ressources mobilisées à travers l'IDA pour la majorité des pays africains représentent plus de 50% du financement externe. Ces déclarations ont été faites ce jeudi 10 octobre par le président mauritanien et président de l'IA, Mohamedou Cheikh Ghazouani, dans la capitale ivoirienne Abidjan, lors des travaux de la conférence des États africains avec l'Association internationale de développement IDA. Un atelier national sur la présentation et la validation de la stratégie nationale de la biodiversité organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Agence allemande de coopération technique GTZ s'est ouvert ce jeudi à Nouakchott. Après 4 jours écoulés depuis l'ouverture d'une nouvelle année scolaire pour certains observateurs et même parents d'élèves, elle est marquée par un important sureffectif dans les classes alors que le projet de l'école républicaine cherche notamment à limiter exclusivement les classes primaires aux seules écoles publiques. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour partager avec vous cette édition d'information de ce vendredi saint. Le président mauritanien et président de l'Union africaine, Mohamedou Cheikh Ghazouani, est arrivé jeudi soir à Tripoli pour une visite de travail effectuée dans le cadre de l'appel de Brazzaville pour accélérer le processus de paix et de réconciliation en Libye. Ghazouani dirigera à ce propos une mission du panel de haut niveau de l'IA, Union africaine, sur la Libye après un conflit qui avait paralysé la production et les exportations du pays pendant 2 mois. La Libye a redémarré ses champs et ses terminaux pétroliers, insuffisants toutefois pour calmer des marchés à la hausse et pour dissiper les incertitudes sur l'avenir du pays. La Libye, 18e producteur mondial avec 1,2 million de barils quotidiens en moyenne ces derniers mois et à la tête des plus grandes réserves connues en Afrique, était bloquée par l'affrontement des 2 gouvernements rivaux, celui de Tripoli reconnu par l'ONU et celui de Benghazi dans l'Est mené par le maréchal Khalifa Haftar. Les ressources mobilisées à travers l'IDA pour la majorité des pays africains est essentiellement affectées aux services sociaux de base, à la résilience climatique et surtout aux infrastructures représentent plus de 50% du financement externe. Ces déclarations ont été faites ce jeudi 10 octobre par le président mauritanien et président de l'IA, Mohamedou Cheikh Ghazouani, à l'occasion de sa participation dans la capitale ivoirienne Abidjan aux travaux de la conférence des États africains avec l'Association internationale de développement. Ghazouani a salué par ailleurs la création dans le cadre de l'IDA l'IDA 21 du guichet d'opportunités mondiales et régionales pour financer les infrastructures de connectivité régionale avant d'insister sur la nécessité et l'urgence de renforcer le soutien à l'IDA qui reste un pilier fondamental dans les efforts pour soutenir la reconstruction économique, le renforcement des systèmes de santé et l'éducation ainsi que l'adaptation au changement climatique en Afrique. Il a réaffirmé enfin l'engagement de l'IA à travailler main dans la main avec l'IDA et l'ensemble des parties prenantes pour assurer une reconstitution réussie de l'IDA 21 à hauteur de 120 milliards de dollars. Nous vous proposons ce soir un large extrait de son intervention à Abidjan. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour faire face aux besoins vitaux de relance de nos économies après la pandémie de Covid-19, nous avons, ici même à Abidjan, en juillet 2021, plaidé auprès de la communauté internationale en faveur d'une reconstitution historique de l'IDA. Tant étaient énormes les défis et les ressources à mobiliser en urgence. Grâce à cette reconstitution, l'IDA a soutenu plus de 74 pays à travers le monde, dont une trentaine de pays en Afrique. 77% de ces fonds ont été alloués à l'Afrique à travers des financements concessionnels pour des projets transformateurs. Pour de nombreux pays en Afrique, les ressources mobilisées à travers l'IDA représentent plus de 50% du financement externe. Ces ressources sont affectées aux services sociaux de base, à la résilience climatique et surtout aux infrastructures. À ce propos,
Je voudrais saluer la création, dans le cadre de l'IDA 21, du guichet d'opportunités mondiales et régionales pour financer les infrastructures de connectivité régionale et lui accorde mon total soutien. Grâce à l'IDA, plus de 14 millions de personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable entre 2017 et 2022. Et plus de 16 millions de jeunes ont été formés pour l'emploi. Ce sont là des réalisations concrètes qui ont un impact direct et significatif sur le développement inclusif et la réduction de la pauvreté. Malheureusement, les crises multiformes, économiques, sanitaires, sécuritaires et climatiques que connaît notre monde aujourd'hui ne cessent d'exacerber les vulnérabilités de nos économies, hypothéquant nos chances d'atteindre les objectifs de développement durable et remettant en cause plusieurs décennies de progrès. Il faut pour s'en convaincre de voir l'inquiétante augmentation de 30% du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté en Afrique, ou encore les estimations de la Banque mondiale selon lesquelles les effets du changement climatique risquent de causer le déplacement de 80 millions d'Africains et les financements nécessaires à la mise en place des politiques efficaces d'adaptation au changement climatique ne sont pas mobilisés. Ajoutons à cela les difficultés liées à l'emploi des jeunes, qui ne cessent de s'approfondir, constituant ainsi un réel défi pour nos pays. Surtout qu'actuellement, plus de 2 millions de jeunes se présentent chaque mois au marché de l'emploi. Tout indique donc qu'il est nécessaire et urgent de renforcer le soutien de l'IDA, qui reste un pilier fondamental dans les efforts pour soutenir la reconstitution économique, le renforcement des systèmes de santé et d'éducation, ainsi que l'adaptation au changement climatique dans notre continent. Aussi, nos pays africains ont, en avril dernier, à Nairobi, unanimement plaidé en faveur d'une reconstitution ambitieuse à hauteur de 120 milliards de dollars pour l'IDA 21. Notre plaidoyer est motivé par l'ampleur des défis auxquels nous faisons face et par l'immensité des efforts nécessaires pour inscrire notre continent sur une trajectoire d'émergence et de développement. Mesdames et messieurs, vous pourriez suivre la seconde partie de l'intervention du président de l'Union africaine dans notre prochaine édition. Un atelier national sur la présentation et la validation de la stratégie nationale de la biodiversité organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Agence allemande de coopération technique. C'est ouvert jeudi à Nouakchott. L'atelier vise à améliorer la gouvernance de la biodiversité et à l'intégrer dans nos politiques sectorielles, à promouvoir la protection des écosystèmes et à sensibiliser les citoyens à l'importance vitale de la conservation de l'environnement. Madame Messouda Mentbaham, Mohamed Laqadaf, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a expliqué dans son allocution d'ouverture que la biodiversité n'est pas seulement une question environnementale, mais elle est étroitement liée à notre prospérité et à notre sécurité alimentaire. La préservation de la biodiversité garantit la résilience de notre économie face à des défis tels que le changement climatique. Le représentant résident du PNUD dans notre pays, M. Mansour Ndiaye, a indiqué qu'en Mauritanie, les forêts souffrent de l'abattage aveugle avec une perte estimée à 3500 hectares par an pour les forêts et une perte d'environ 50% des arbres de mangrove en 20 ans. Les zones protégées couvrent environ 1%, ce qui est inférieur aux objectifs fixés par la Convention d'Aichi au Japon en 2010, soulignant que les animaux sauvages en Mauritanie ont pour la plupart disparu dans le pays. Comme vous le savez, la République islamique de Mauritanie a ratifié depuis 1994 la Convention sur la biodiversité. Aussi, c'est le lieu de saluer l'engagement et l'implication sans faille des autorités du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour assurer l'adhésion de la Mauritanie à toutes les dispositions des conventions des Nations Unies, y compris donc celles relatives à la diversité biologique. Le processus d'élaboration de cette stratégie intervient à un moment fort opportun, c'est-à-dire juste avant la conférence des parties, la COP16,
en Colombie sur la thématique « Être en paix avec la nature ». L'Académie diplomatique mauritanienne a organisé jeudi un séminaire de dialogue sur la migration irrégulière en collaboration avec le club diplomatique de Nouakchott, l'université Juan Carlos d'Espagne et l'Observatoire des migrations et des sociétés de la côte atlantique. La session de dialogue a été présidée par l'expert international M. Mohamed Ghali Oul-Ayyeh, qui a souligné l'importance d'aborder la question de la migration, qu'il a divisée en deux types de migration, la migration nécessaire et la migration d'opportunité. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salim Al-Bouhoubouni, a fait une présentation axée sur la nécessité de protéger les migrants, mettant en exergue plusieurs mesures prises par la CNDH à cet égard en répondant à certaines doléances, soulignant que la lutte contre la migration illégale restera dans le cadre du respect des droits de l'homme. Il a indiqué que le rôle de la Commission est de protéger les droits de l'homme, y compris les étrangers, de suivre tous les cas et de guider l'action du gouvernement pour assurer la sécurité de tous les étrangers et migrants. Durant cette même assise, l'Académie diplomatique a aussi hébergé le lancement du concept dénommé InnoJeunes 2024 qui vise à stimuler et encourager l'implication et l'intervention de jeunes Mauritaniens dans le processus du développement et de l'innovation. L'événement se déroulera sur une période de 3 jours et comportera un ensemble diversifié de stands, d'activités thématiques couvrant des domaines aussi variés que l'entrepreneuriat, la santé, la diplomatie, l'art, les médias et bien d'autres encore. Cette diversité de thèmes reflète la volonté d'englober les multiples facettes du développement moderne et de susciter l'intérêt des jeunes pour des secteurs clés. La politique du gouvernement consiste à soutenir la jeunesse dans toutes les initiatives de civisme et de citoyenneté. Cet événement permet aux participants d'avoir l'opportunité de développer un réseau d'échanges et de connectivité avec le reste de la diaspora mauritanienne afin de se renseigner sur leurs diverses expériences et les opportunités à exploiter. InnoJeunes offre également l'opportunité aux jeunes Mauritaniens de se familiariser avec les diverses initiatives et autres concepts de points mis en place par certaines structures. Le thème de cet événement est l'innovation et l'intégration des jeunes dans le développement de la Mauritanie. Nous vivons dans une époque où les idées audacieuses, les collaborations et la créativité sont essentielles pour faire avancer nos communautés et créer des opportunités durables. C'est exactement ce que nous voulons encourager à travers cet événement. Notre objectif est simple, vous donner les outils et les idées nécessaires pour que chacun d'entre vous puisse imaginer un futur où vous êtes acteur du changement. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, Fadel Ould-Sidati Ould Ahmed Louli, a supervisé aujourd'hui au marché municipal d'Ain Talh, relevant de Tayarit, l'opération de vente de la courbine lancée le mois dernier à partir de Nouadhibou à raison de 1500 ouguiyas anciennes le kilogramme. Le gouvernement cherche à travers cette opération, après avoir interdit l'exportation de ce type de poisson, à fournir ce produit à des prix avantageux pour les citoyens. Le directeur général de la Société nationale de distribution du poisson, chargé de la mise en œuvre de cette opération, a affirmé que l'entreprise a ouvert 18 points pour la vente de la courbine, 2 points pour chaque muqata et que la durée de l'opération s'étend sur 4 mois avec la possibilité de la proroger et que les quantités distribuées peuvent être augmentées éventuellement. Il a ajouté que conformément aux directives des pouvoirs publics, les quantités distribuées par la société ont été augmentées de 10 tonnes, passant de 45 tonnes par jour au niveau national à 55 tonnes et les quantités distribuées au niveau de Nouakchott sont passées de 14 tonnes à 17 tonnes et 400 000 kg par jour. Cette réduction s'inscrit dans le cadre des réductions initiées par le gouvernement pour les denrées alimentaires et le poisson, mesures qui sont saluées et appréciées par les citoyens mauritaniens. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Taha, a organisé ce jeudi à Nouakchott une formation de renforcement des capacités des équipes éducatives en coopération avec le Centre de formation et de promotion sociale de l'enfance et de l'École nationale de l'Action sociale. Mohamed Lemine Abdelkader. Environ 150 personnes éducatives, dont des instructeurs, des enseignants, des professeurs, des moniteurs et leurs assistantes bénéficieront de cette formation qui dure
2 jours en plus de rencontres de sensibilisation pour certains mères d'enfants, chauffeurs de bus et enfants compagnons. S'exprimant à cette occasion, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Safia Nteha, a indiqué que le département d'action sociale se distingue en offrant une formation spécialisée au bénéfice de plus de 1200 enfants handicapés grâce aux efforts du Centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés dans les domaines de l'éducation et de la formation et aux efforts de l'École nationale de l'action sociale en formant des formatrices et des monitrices et en veillant à l'amélioration de leur expertise dans ce domaine. Nteha a ensuite passé en revue les domaines d'éducation spécialisés offerts par son ministère, notamment l'autisme, l'handicap mental, le syndrome de Down, ainsi que l'éducation des enfants aveugles et sourds, notant qu'il offre également une formation professionnelle spécialisée pour cette catégorie d'enfants. Il a souligné dans le même contexte les efforts du personnel éducatif qui ont conduit à l'excellence des enfants sourds et aveugles dans les compétitions nationales au cours de l'année écoulée. La ministre a en conclusion appelé les bénéficiaires à tirer les meilleures parties de cette formation afin de renforcer les capacités des stagiaires en préparation de la nouvelle année scolaire. L'organisation de cet atelier de formation s'inscrit dans le plan d'action du ministère pour les 100 premiers jours du second mandat du président de la République qui comprend des cours de formation pour renforcer les capacités du personnel éducatif pour l'enseignement spécialisé dans tous les domaines. L'Union des femmes journalistes de Mauritanie a organisé jeudi à Nouakchott un colloque intitulé « Le déluge d'Al-Aqsa dans la conscience de la nation malgré le génocide, la résistance se renforce ». Dans une allocution prononcée à cette occasion, la présidente de cette organisation, Mme Maïma Mohamed Ahmed, a expliqué que depuis un an, le monde suit la plus terrible guerre connue dans l'histoire, une guerre d'extermination et de destruction, de famine et de déplacement massif menée par l'occupant sioniste contre le peuple palestinien qui tient la dragée haute depuis ces décennies pour la défense de la terre et des lieux saints. Elle a ajouté que l'opération déluge d'Al-Aqsa a mis en évidence la fausseté des slogans internationaux et de toutes les prétentions à défendre la paix et les droits de l'homme. Elle a souligné que les positions des gouvernements et des organisations internationales vont du soutien flagrant à la complicité et au silence suspect face aux atrocités et aux crimes contre l'humanité commis par Israël qui ont fait plus de 40 000 martyrs et 100 000 blessés, principalement des femmes et des enfants, ainsi que des milliers de personnes déplacées et sans abri, appelant à une cessation immédiate de l'agression flagrante contre les peuples de Palestine, du Liban et d'Irak. 4 jours se sont écoulés depuis l'ouverture d'une nouvelle année scolaire, la 3e de l'école républicaine, dans des conditions normales. Pour le gouvernement, objet d'une grande controverse, car pour certains observateurs et même parents d'élèves, elle est marquée par un important sureffectif dans les classes. Le projet de l'école républicaine, par lequel le gouvernement cherche notamment à limiter exclusivement les classes primaires aux seules écoles publiques, a vu cette année des sureffectifs dans les classes. Un constat de Sud Ahmed qui nous en parle. En effet, les parents d'élèves affirment que les salles de classe ne sont plus en mesure d'accueillir tous les élèves, car une classe prévue pour accueillir 45 élèves est contrainte d'en accueillir 65 aujourd'hui. Elle a rappelé que la limitation d'un effectif de 42 élèves dans une classe est une décision fixée par la loi d'orientation du système éducatif. Très idéaliste, il est vrai, mais impossible présentement à réaliser. Dans un entretien avec nos confrères de Sahara 24, Sibawayhi Mohamed Louleid, membre du syndicat de l'enseignement, a déclaré que le projet de l'école républicaine est un choix partagé par les Mauritaniens, qui ne doit pas accepter d'exception, même imputable à un statut consulaire. Car, selon lui, la décision du gouvernement d'accorder à cette école étrangère l'autorisation d'enseigner les 3 années du primaire, en justifiant cette décision par le fait qu'elles sont affiliées à l'ambassade de France et qu'elles enseignent le programme français. Certains ont considéré cette décision comme un recul des principes de l'école républicaine. C'est à quoi le directeur de la réforme du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a répondu en affirmant que ces écoles sont des écoles consulaires, affiliées à certaines entités sur la base d'engagements signés avec elles. Et celui-ci leur a accordé un agrément temporaire sur cette base. Selon lui, si ces écoles remplissent les conditions requises, elles continueront à fonctionner. Le cas contraire, leur agrément leur sera retiré. Cette information sur l'école républicaine constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire qui l'a composé.
Les ressources mobilisées à travers l'IDA pour la majorité des pays africains représentent plus de 50% du financement externe. Cette déclaration a été faite ce jeudi 10 octobre par le président mauritanien et président de l'IA, Mohamed Ould Ghazouani, dans la capitale ivoirienne Abidjan, lors des travaux de la conférence des États africains avec l'Association internationale de développement. Un atelier national sur la présentation et la validation de la stratégie nationale de la biodiversité organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Agence allemande de coopération technique. C'est ouvert ce jeudi à Nouakchott. Après 4 jours écoulés depuis l'ouverture d'une nouvelle année scolaire, pour certains observateurs et même parents d'élèves, elle est marquée par un important sureffectif dans les classes, alors que le projet de l'école républicaine cherche notamment à limiter exclusivement les classes primaires aux seules écoles publiques. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à minuit ce soir ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Quant à moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bonne fin de soirée.